Bonjour Philippe Chénieux. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Non, mais c'est un plaisir, c'est un honneur. Les invités dans ce Pinta Live sont de plus en plus impressionnants. Il y a Frédéric avec nous. Bonjour Frédéric. Salut. Bon, Philippe, on a une petite demi-heure pour comprendre comment Made.com a traversé cette crise. On rigole, mais c'est quand même un truc de dingue qui nous est arrivé à tous. Et surtout que avant même ce Covid, toi, tu avais eu à affronter le Brexit. Est-ce que juste avant qu'on entame l'épisode Covid, tu peux nous dire où vous en y étiez déjà avec le Brexit ? En fait, tu as raison de souligner. Made, c'est une entreprise qui a une couverture européenne, mais dont le siège social est à Londres et le principal marché est le marché anglais. Et donc, ça fait 3 ans qu'on vit avec une certaine insécurité et volatilité de l'environnement, à la fois politique, économique, des effets de change, etc., etc. Et donc, ça fait 3 années où ça a été relativement difficile de pouvoir développer un business, développer une entreprise, tout en ayant une somme d'incertitudes qui ont été difficiles, d'une part, à anticiper et puis à gérer. Du coup, alors, vous avez pris déjà des décisions spécifiques au Brexit avant de... Oui, alors les décisions au Brexit, c'était des décisions qui étaient d'ordre organisationnel. Donc, il a fallu dérisquer un certain nombre de choses, en particulier la façon de recruter des talents. Donc, on s'est dit à un moment, probablement qu'on sera plus difficile de recruter des talents en Angleterre. Donc, on a pris la décision d'ouvrir des bureaux partout en Europe pour pouvoir avoir plusieurs points d'entrée sur nos recrutements. On a changé pas mal de choses dans la chaîne logistique. Si on n'était plus capable de faire transiter des produits d'un pays à un autre, c'était une vraie difficulté pour nous. Donc, on a multiplié les centres logistiques. Et puis, on a pris un certain nombre de mesures pour pouvoir gérer d'autres sortes de risques, dont le risque de taux de change, qui était un des risques très importants. Donc, en fait, on a vécu pendant 3 ans avec une somme d'incertitudes qui définit d'une certaine façon la façon de gérer, la façon de voir l'avenir. D'accord, ok. Donc vous étiez quand même pas mal. À ce moment-là, arrive ce Covid. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé les premières journées, comment vous l'avez vécu ? Nous, la crise a démarré en janvier. Et comme tu l'as signalé, il y a une partie de notre sourcing, mais pas la totalité, une petite partie, une minorité même, qui vient de la Chine. On a un bureau sur place. Et la spécificité, ce qui s'est passé spécifiquement cette année, c'est que la crise a été synchronisée avec ce qu'on appelle le Chinese New Year, où la Chine s'arrête de travailler pendant 3 semaines. Et donc, les gens sont partis, et donc on parle de centaines de milliers de gens qui voyagent pendant cette période-là. Le confinement a démarré. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble les 100 personnes qui travaillent pour nous à Shanghai se sont retrouvées dans la nature. Et donc, la première chose qu'il a fallu qu'on comprenne, nous, c'est où sont les gens, où sont nos employés, où sont les salariés, est-ce qu'ils sont en sécurité. Le management était parti hors de Chine, donc est-ce qu'il était capable de revenir ou pas de revenir, avant même de se poser la question de qu'est-ce qui allait être, quels allaient être les impacts sur notre chaîne d'approvisionnement. La première question, c'était de savoir où sont nos employés et est-ce qu'ils sont en sécurité. Donc ça, c'était la première chose qu'on a essayé de faire. La deuxième chose qu'on a faite, une fois qu'on a pu récupérer une partie de nos salariés, c'est de comprendre quel serait l'impact sur notre business, et en particulier sur les cycles de fabrication et donc sur l'approvisionnement. Et donc, on a vécu pendant 3 semaines, 1 mois, sans avoir de visibilité si oui ou non on allait être livré de nos produits et si on a été capable, après, de pouvoir les vendre. Donc, ça a été une période d'intense questionnement et encore d'intense incertitude. Ouais, parce que le modèle de Made, c'est que vous fabriquez quasiment sur mesure au moment de la commande. Ouais, on fait beaucoup de ce qu'on appelle just in time. Donc, on évite de faire du gaspillage, on évite de stocker et de déstocker et de jeter. Donc, on essaye de faire en sorte, et par beaucoup de technologies et de data, d'anticiper la demande et d'intégrer la chaîne de fabrication pour faire de la fabrication un peu à la demande. Donc, c'est ça le modèle, le fond du dossier. Donc, quand tout va très bien, ça marche très bien, mais quand vous avez un caillou dans votre chaussure, comme le Covid et comme la fabrication et les impacts sur la fabrication, ça pose des vraies difficultés d'approvisionnement, de disponibilité de stock et puis aussi de ce qu'on appelle les lead time. Donc, ce qui change
fondamentalement la trajectoire, en tous les cas, du business tel qu'on pouvait l'anticiper à cette époque-là. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, en Europe, puisque toi, tu es quand même à Londres, tu t'es demandé si les gens allaient tout arrêter de consommer, arrêter de commander, arrêter tout, quoi. Alors, donc, le premier élément, c'est que l'impact du Covid sur l'Asie et sur la Chine en particulier, c'était un impact qui était lié à l'approvisionnement et la chaîne, à la supply chain. Et après, ce qu'on a vu arriver, c'est le Covid qui a débarqué en Europe et en particulier en Italie, puis après en France, puis après sur l'ensemble des pays. Et là, il s'est passé une chose, c'est que quand les gouvernements et quand la population a pris conscience que c'était quand même quelque chose d'extrêmement sérieux et que ça allait changer fondamentalement la façon dont on allait vivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il y a eu un effet de sidération, à la fois en interne, mais aussi, je pense, de la part de tout un chacun, donc des consommateurs. Et donc, on a vu pendant une dizaine de jours, et systématiquement après l'annonce des gouvernements du confinement, un trou d'air dans nos ventes. D'accord. Et alors, à quel moment tu as eu peur, en fait? Vous avez commencé à avoir peur, à vous dire là, il faut qu'on arrête d'être sidéré, il faut se réorganiser. Une fois qu'on prend conscience de ce qui est en train de se passer, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de planifier quels sont les scénarios qui sont devant nous. Et on a l'habitude de dire le pire n'est pas certain, donc on fait des scénarios où on arrive à se faire peur. Donc après, on arrive à se raisonner et d'essayer de calibrer la société, ses charges, ses perspectives en fonction de ce qu'on pense être un scénario raisonnable, réaliste au regard des premières tendances, et de voir comment on serait capable de réagir en fonction d'une tendance haussière et d'une tendance baissière. Donc on essaie de se mettre dans une disposition d'esprit où rien n'est écrit d'avance, il faut être extrêmement flexible, il faut avoir une forte capacité d'anticipation et de voir quels pourraient être les scénarios et ce qu'on est capable de faire en fonction de ces scénarios-là. Donc c'est ça qu'on a bâti dès le début. Et une fois qu'on a compris à peu près ce qui se passait, qu'on comprenait où est-ce qu'on allait, donc on a mis deux priorités. La première, c'est faire en sorte que nos employés et les gens qui travaillent avec nous soient en sécurité. Et donc on a pris des décisions très tôt de fermer les showrooms, de fermer les bureaux pour éviter la propagation du virus. Et la deuxième décision, c'est de se mettre en mode, de réduire la voilure de cette façon à ce qu'on soit capable d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus réactif. D'accord. Et donc là, tu as mis tout le monde en télétravail. Et là que j'ai mis tout le monde en télétravail. Par définition, quand vous dites à l'ensemble de vos employés, demain vous revenez pas au bureau, vous prenez vos ordinateurs et vous rentrez chez vous et on va trouver une façon de se débrouiller. Donc tout le monde est parti en télétravail. Et ça s'est bien passé? Parce qu'il y a des boîtes, ça se passe pas si bien que ça. Oui, ça s'est très bien passé. Et d'une certaine façon, l'organisation de la société et on est déjà implanté de façon internationale et sur plusieurs continents avec plusieurs fuseaux horaires. Donc, on a une certaine habitude, d'une certaine façon, de travailler dans ce modèle-là. Et puis, sur certaines fonctions, en particulier en technologie, on a pas mal de gens qui sont déportés, qui bossent de chez eux. Donc, on avait quand même une certaine habitude de travailler avec ce modèle-là. On a déployé historiquement pas mal d'outils pour communiquer avec l'ensemble de nos collaborateurs partout dans tous nos bureaux. Donc le gap n'était pas technologique, n'était pas organisationnel, le gap était essentiellement psychologique. D'accord. Et alors, parce que vous, la direction, pendant ce temps-là, vous avez continué à bosser en physique? Alors, ce qu'on a fait, c'est que comme la décision a été relativement brutale, il y avait quand même pas mal de choses qu'il fallait organiser et sur lesquelles des choses sur lesquelles il fallait se mettre d'accord. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que l'ensemble des employés allaient travailler de la maison, à l'exception, mais je reviendrai peut-être après, de la chaîne logistique. Mais le comité de direction et les principaux managers sont restés pendant une semaine au bureau. Alors, évidemment, on a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour imaginer quelle serait
un mode d'organisation du confinement, et comment est-ce qu'on allait prendre des bonnes décisions, comment on allait réduire le nombre de choses qu'il fallait faire, comment on allait remettre des priorités dans tout ce qu'on faisait, comment est-ce qu'on allait communiquer auprès du staff. Donc on a pris une semaine tous ensemble pour définir le cadre dans lequel on allait travailler à partir de cette nouvelle donne. Et alors, est-ce que tu as dû prendre des mesures un peu drastiques? Parce que je crois que tu t'es préparé au scénario du pire. Il y a peut-être des boîtes qui se préparent au scénario du pas pire, au contraire, qui pensent que tout va bien se passer, ils sont sûrs. Toi, tu as plutôt choisi l'option, qu'est-ce qui se passe si c'est la cata, quoi? Moi, j'ai pris l'option en disant, toutes les décisions qu'on ne prend pas maintenant, c'est des décisions qui seront beaucoup plus difficiles plus tard. Donc, j'ai préféré dire, même si on est du côté trop précautionneux, je préfère qu'on anticipe bien les risques et qu'on prenne des décisions maintenant, et c'est ça qu'on a fait. Donc on a pris de façon assez simple, on a regardé tout ce qu'on faisait, et on s'est dit, dans tout ce qu'on fait, il y a forcément des trucs qui, dans ce nouveau cadre, sont plus prioritaires. Et en définitive, on a coupé beaucoup des choses qui avaient probablement beaucoup de sens avant, et probablement plein de choses qui n'avaient pas non plus beaucoup de sens avant, et on a coupé énormément de projets, on a coupé énormément d'activités pour rester sur l'essentiel et se focaliser sur ce qu'on devait faire maintenant. Donc ça, c'était la première décision. La deuxième décision, c'était de revoir notre trajectoire et nos investissements. Et enfin, et je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler, on a aussi regardé on a fait des efforts pour faire en sorte que notre coût de structure soit plus adapté à la situation et la volatilité de la situation. Mais alors, quand tu dis on a fait des efforts, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est la chose suivante. C'est tout le comité de direction a pris une grosse réduction de salaire. Ouais. Deux, c'est qu'il y a des activités qu'on ne faisait plus. Alors, en particulier quand on a fermé nos showrooms et nos magasins, évidemment, les gens qui y travaillaient donc on a mis une partie, mais même c'était relativement limité, et ça l'est toujours, de gens en chômage partiel, en chômage technique. Et ce qu'on a demandé à l'ensemble du staff, c'est grosso modo de dire, c'est que on a beaucoup plus de chances de passer l'épreuve si les choses tournent mal, si tout le monde fait un effort, et on doit sortir de cette épreuve-là tous collectivement et non chacun de son côté. Donc ce qu'on a fait, c'est que le comité de direction a pris une réduction de salaire, et on a demandé à tout le monde, mais ça c'était volontaire, pour ceux qui le pouvaient, de réduire leur temps de travail et donc de réduire leur salaire en conséquence. Et ça pendant 3 mois, le temps qu'on y voit plus clair et le temps que les choses se stabilisent. Et ce qui était incroyable, c'est que le nombre de gens qui ont répondu positivement à cet appel-là a été bien au-delà de ce qu'on espérait. C'est-à-dire, tu as une idée? C'était au-dessus de 85%. Ah oui. Mais comment tu leur as vendu l'affaire? Je ne leur ai pas vendu l'affaire déjà. Mais j'ai dit les choses plus simples. J'ai dit, si on est capable d'être beaucoup plus flexible et si on fait un certain nombre d'efforts collectifs, la probabilité pour qu'on s'en sorte mieux tous ensemble est beaucoup plus importante. Donc on va jouer le jeu tous ensemble. Et si on joue le jeu tous ensemble, on devrait pouvoir gagner tous ensemble. C'est incroyable, si tu me permets d'interrompre un instant, parce que les keywords que tu viens d'employer, on les a incroyablement partagés chez nous quand on vivait aussi cette expérience-là en parallèle. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que tu as été une des tout premières personnes à me contacter parmi nos clients pour envisager ce qui se passait, pour établir ça. Mais je vais revenir juste à la fin de ça. Ça sera même le but de ma question. Mais en tout cas, c'est impressionnant comme je pense qu'on a été assez nombreux à envisager tout un ensemble de choses pour mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut faire peut-être un maximum maintenant, quitte à faire 2-3 choses qu'on pourrait peut-être regretter un petit peu, se dire qu'on a tapé un peu fort, etc. Mais en tout cas, être dans la précaution plutôt que de devoir après recorriger des choses qui sont beaucoup plus graves.
et avec des cadres qui suivent de la même manière. Et en fait, c'est très marrant parce que je t'écoutais, on a eu exactement le même parcours sur les cadres de direction qui ont réduit leur salaire, etc. Des gens à qui on n'a pas demandé qu'ils proposent. On a vu ça également. Tout le monde a pris une conscience vraiment aiguë de ce moment-là. La question que justement je voulais te poser, c'est que tu as parlé un petit peu de tes partenaires logistiques. On a cette relation entre nous. Et moi, j'ai ajouté un truc, et tu as dit aussi qu'il fallait agir collectivement. Et c'est ce que tu as fait aussi avec nous. Est-ce que tu l'as fait aussi avec tes autres partenaires? Est-ce que tu as pensé en écosystème? Est-ce que tu as fait une sorte de tri avec qui tu devais absolument bien t'entendre, qui tu devais protéger, etc., dans les partenaires? Oui. Alors, je vais dire les choses, mais en fait, on travaille avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'entreprises, dans plein de domaines différents. Et il y a des gens qui sont plus ou moins critiques pour nous, et des gens qui sont plus ou moins fragiles. Alors, je vais prendre les moins critiques et les moins fragiles, les propriétaires. Donc, les gens à qui tu loues tes bureaux, tes centres logistiques, tes magasins, etc. Ce sont des gens qui sont assis sur du long terme, qui peuvent absorber un certain nombre de variations. En particulier, quand vous êtes un propriétaire, vous mettez en commercialisation votre bien, vous prenez 6 mois de gratuité. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent parce que vous êtes sur du long terme. Donc évidemment, ces gens-là sont les premiers à qui j'ai parlé en disant je peux pas être en bout de chaîne, prendre tous les risques et tout le downside sans que les gens qui soient au milieu, et en particulier vous puissiez pas contribuer pour partie, alors je ne vous demande pas 100%, mais pour partie à ce qui se passe de mon côté, parce que d'une certaine façon, vous êtes dans la chaîne de valeur. Donc j'ai eu des conversations alors avec certains qui ont été des gens qui ont été très compréhensibles et avec qui on s'est très bien entendu, d'autres qui ont été beaucoup plus difficiles. Mais le discours était le suivant, c'est que on est tous impliqués d'une pour ou prou dans cette situation-là. On est tous dans une chaîne de valeur existante, et donc il faut que, en particulier ceux qui sont en bout de chaîne, et ce sont les retailers en particulier, puissent dégager un certain nombre de marges de manœuvre et demander à ceux qui sont en amont de faire un certain nombre d'efforts. Donc on a eu cette conversation ensemble, mais j'ai eu cette conversation avec pas mal de gens. Et encore une fois, la matrice était assez simple, c'est stratégique pour nous, moins stratégique pour nous, et des gens qui étaient moins exposés à plus exposés. Donc je vais pas demander de choses incroyables à ceux dont je savais qu'ils étaient en situation de fragilité. Non, pardon, je pense que c'était essentiel, et je pense que on pense à sauver son entreprise, mais c'est plus difficile de peut-être penser parfois à l'extérieur de son entreprise et de penser effectivement en écosystème. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, je me suis dit, tiens, dans mes clients, j'en ai qui vont en prendre vraiment plein la gueule, qui vont prendre moins 70, moins 80, moins 100, et puis j'en ai qui vont prendre moins 5, et d'autres qui vont faire plus 10, plus 15. J'ai des gens qui sont en place de marché, eux, ils font plus en ce moment. Je vais te dire, dans notre chaîne, j'ai les livreurs, donc je travaille avec des gens qui, c'est un métier difficile, qui pour livrer c'est souvent des indépendants, souvent des entrepreneurs, et c'est souvent des gens, voilà. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai dit, on touche pas à ces gens-là. Et je les ai appelés un par un en disant, quoi qu'il arrive, je vais vous payer en temps et en heure, et parce que si vous tombez, moi je tombe. Il faut que je continue à livrer mes produits. Donc ces gens-là, je les ai appelés un par un, je leur ai écrit, j'ai dit écoutez, je suis avec vous, et puis on va se débrouiller, on va trouver des moyens. Mais si tu veux, eux, ils étaient dans l'autre sens, l'autre côté du spectre. C'était plutôt des petits acteurs qui étaient hyper stratégiques, fragiles. Et donc ces gens-là, j'ai demandé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour, dans ma mesure, préserver leur business et les maintenir à flot. Je crois que notre amie Christelle a une question pour toi, Philippe. Christelle, tu peux apparaître. C'est bon, je suis là. Alors, j'ai plusieurs questions depuis du coup. Est-ce qu'on voit les coûts logistiques justement exploser en transition avec ce que tu viens juste de dire? Et si oui, comment allez-vous gérer les augmentations justement de ces coûts? Est-ce que vous allez le percuter sur le coût final du produit? Et est-ce que le consommateur est prêt à comprendre justement cette augmentation? Alors, plusieurs réponses. En fait, je pense que il y avait une inflation structurelle des coûts logistiques qui sont liés à autre chose que des problèmes de virus. Est-ce que cette inflation va accélérer? C'est trop tôt pour le dire. Donc, maintenant, nous, notre politique, c'est toujours été de facturer
pour le client le prix de la livraison, en tout cas une partie du prix de la livraison. Pourquoi? Parce que vous le mettiez dans à un moment, ça a un coût. Et donc, l'idée de se faire de la livraison gratuite, c'est une idée auquel j'adhère pas, parce qu'à un moment, il faut bien que ça se retrouve dans le prix quelque part. Donc, vous le mettez dans le produit et vous le mettez en service, c'est quelque part. Mais si vous voulez faire du service et que vous voulez vraiment faire du service et le valoriser en tant que tel, eh ben, il faut que vous l'extrayiez et que vous le mettiez en visibilité. Donc, nous, la logique dans laquelle on s'est toujours inscrite, c'était de lutter contre la tendance naturelle, et beaucoup de gens y reviennent, de faire tout du gratuit, et de dire non, il y a un service, on vous lit des produits, on vous le met au bon endroit, on vous voilà. Et donc, vous allez en payer une partie, on va vous expliquer pourquoi. Donc maintenant, si les choses évoluent et si il y a de l'inflation, on verra comment on gère la situation. Mais en tous les cas, on est plutôt dans une logique, en tous les cas, dans notre approche, où donner pas mal de transparence à nos clients et expliquer ce qui se passe. Très bien. Deuxième question, un peu plus large pour le coup. Vos clients de demain sont les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Est-ce que vous prévoyez des nouvelles fonctionnalités sur les sites inspirés du gaming avec peut-être des simulateurs ou autres? Je ne m'attendais pas à cette question-là. C'est la beauté du live. Alors peut-être ça va répondre à nous ce qu'on fait. L'idée de ce qu'on a, c'est que ce qu'on veut, c'est donner accès au plus grand nombre à des produits, on appelle ça plutôt premium de designer. Voilà. Et on pense que globalement, si vous allez dans les enseignes traditionnelles, vous n'avez rien de vraiment excitant. C'est probablement pas très cher, mais c'est pas très beau et c'est pas très bonne qualité. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens soient fiers de leur intérieur, puissent le personnaliser, puissent le faire, et d'avoir des produits un peu différents, un peu uniques, de bonne qualité, bien faits et à des prix raisonnables. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Très bien. C'est pas la réponse, ça, dis donc. Oui, comme je n'avais pas prévu le point sur le gaming, donc je m'en sors. Non, mais c'est très très intéressant. Moi je la prends sa réponse. Moi je prends la réponse de Philippe parce qu'en fait souvent on dit, nous dans notre discours d'entreprise qui aide les gens à construire un produit digital, on dit souvent que pour les e-commerçants, le produit c'est l'environnement digital qui propose les services et les produits finaux. Et en fait, Philippe vient de répondre autre chose. Et je trouve que c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il vient de se poser en designer. Et ça veut dire que quand tu achètes du made, c'est pas que tu es juste rentré dans un super funnel e-commerce, c'est que tu as un super produit au bout. Et ça, voilà. À la fin, les gens ils veulent avoir le produit qui va bien, différent. Ils veulent le recevoir autant dans le slot qu'ils ont choisi. Ils veulent que le packaging soit bien. Ils veulent que ce soit fait correctement. Ils veulent que ce soit durable. Et c'est ça qu'on vend à la fin. À la fin, mais moi en fait, c'est parce que ça m'intéresse, comme je suis un peu gamer, et puis que c'est juste, je me dis, si on reste tous confinés des mois et des mois chez soi, c'est peut-être pas si bête de créer un monde de réalité virtuelle comme essaye de le faire Zuckerberg et autres, pour qu'on puisse voir tes meubles chez soi. Tu vois ce que je veux dire? Faire un pas vers la réalité augmentée, virtuelle, est-ce que c'est un truc que vous faites? J'imagine que c'est un peu ça la question. Ce qui n'empêche pas d'avoir des super produits, tout ce que tu as décrit. Hein. C'est une façon de les mettre en scène. Oui, alors la mise en scène, oui. Alors, on fait l'augmented reality, on fait plein de trucs comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas vu de solution dont le rendering soit suffisamment chouette pour faire des univers immersifs 3D. Ouais. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de fonctionnalités, mais moi, ce que j'essaie, c'est de vendre du beau. Donc, si le rendering n'est pas au niveau, ça veut dire que je vends une fonction et pas un design et pas du beau. Et ben voilà, là tu m'as eu. Merci. Merci Christelle. Je voudrais pas perturber ton conducteur. Non, on est total entre nous là, tu peux y aller. Ah, ok. En tout cas, justement, je trouve qu'on peut être potentiellement en transition vers la crise qu'on traverse. Toi, tu la vois de plusieurs prismes. Tu es
non seulement un patron de boîte, mais un patron de boîte e-commerce. Donc, c'est-à-dire, je sais, aux États-Unis, je circule le chiffre de plus 50% sur le e-commerce global américain dans cette période. Je ne sais pas ce qu'il est au UK, en France, mais en tout cas aux États-Unis circule ce chiffre. Mais il y a quelque chose de spécifique au e-commerce. Et troisièmement, tu es dans l'intérieur des gens, donc dans le remote. Donc, tu as une position incroyable pour voir le salarié, l'intérieur de chez le salarié et le produit sur lequel il travaille. Est-ce que tu commences à imaginer, vous commencez ensemble, à imaginer des choses sur l'expérience au travail de chez soi et sur des choses qui vont en découler en termes de design sur vos produits? Sur, cette fois, les produits made et pas le site made. Oui, on a commencé à y travailler avant que ça arrive. Je pense que ça va être un sujet dans lequel on va être obligé de passer beaucoup plus de temps et prendre ça en compte. Ouais. Mais on voit bien que toutes les catégories qui sont home office sont en train d'exploser. On voit bien que les pièces de la maison sont maintenant peuvent avoir plusieurs utilités ou plusieurs destinations. Donc ça fera partie des réflexions sur le long terme, sur la façon dont on fait évoluer nos meubles d'une certaine façon en fonction des usages qui vont de facto évoluer. Ouais. Je crois qu'il va falloir une pièce de plus à tout le monde, donc une pièce de plus à meubler à tout le monde. Et est-ce qu'en termes de résultats, tu as vu une augmentation de ton chiffre? L'activité finalement, elle a augmenté, diminué, stagne? Tu as déjà une vision là-dessus? Oui. Bah, en fait, l'activité a augmenté quand je compare par rapport à l'année dernière. Donc, il y a eu un petit effet de trou juste après la phase de confinement, et en tout cas l'annonce. Et en fait, il s'est passé deux choses, c'est que les gens sont restés chez eux, donc finalement, on passait plus de temps à la maison, et donc dans tous les marchés, dans tous les acteurs du bricolage, ils ont vu leur chiffre exploser, et c'est normal, hein, parce que les acteurs de la décoration et de l'ameublement en ligne ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Donc il y avait ce phénomène-là qui est que grosso modo les gens passent plus de temps à la maison, donc finalement c'est bon. Et un deuxième élément, c'est que vous avez moins de consommation, mais tous les magasins sont fermés. Donc finalement la consommation qui reste, c'est réallouée sur les plateformes en ligne. Et de ce point de vue-là, on a une part de marché, on a en tous les cas une efficacité qui est supérieure à probablement des acteurs traditionnels qui ne savent pas très bien appréhender le monde digital. Donc globalement, ça a accéléré la croissance du online sur nos secteurs d'activité. On était relativement en retard et je pense que ça l'a, en quelques semaines, on a fait un bond de 3 ou 4 ans en avant. Et dans cet écosystème-là, Mail, sans aucune difficulté, a pris des parts de marché. Ouais. Et est-ce que tu crois que ça va rester comme ça ou ça va redescendre? En fait, il y a des effets de seuil qui font que, une fois que les seuils sont franchis, on ne redescend pas au niveau d'avant. Et d'un point de vue statistique, les Chinois nous ont montré, puisqu'ils sont quand même déconfinés depuis maintenant 3 mois, que non seulement ces effets de seuil ont été franchis, que ces seuils ont été franchis et que ça ne revient pas à la période d'avant, mais ça continue à accélérer. Donc si on prend l'exemple chinois, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui fera que, en tous les cas, la consommation, la façon dont elle s'est orientée a changé et va changer de façon fondamentale. Et alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, tu as fait le scénario du pire, et ce qui est arrivé, c'est le mieux. Ouais, bien joué. Est-ce que du coup, s'il y a une crise revient, par exemple, tu vas te caler sur le pire ou tu vas te caler sur un peu mieux? J'en sais rien. Ouais. Je sais, mais je le ferai en fonction de je vais faire en sorte que les employés, ce sera toujours la même priorité, les employés soient safe et soient en sécurité, et 2, que le business sur le long terme soit en situation de sécurité. Voilà, donc c'est comme ça que je vais réagir. Donc je vais prendre les mesures nécessaires en fonction de ce que l'on voit pour éviter de faire des paris sur l'avenir, alors qu'on sait fondamentalement que le monde qui nous attend dans 6 mois ou la situation économique de 6 mois est extrêmement incertaine et qu'on peut faire plein de plans sur la comète, mais personne n'a une boule de cristal et va dire exactement ce qui va se passer. Et je pense que ça va être relativement, dans un sens comme dans l'autre, ça va être relativement brutal.
Hmm. Mais est-ce que ça a changé ta façon de voir la communication, voir le management, cette histoire, ou est-ce que ça va revenir là aussi comme avant? Bah, non, ça va changer beaucoup de choses pour deux raisons. Un, c'est que le travail à domicile voilà, et c'est un élément disruptif. Je ne pensais pas personnellement que c'était possible auparavant. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça a quand même, en quelques semaines, j'ai quand même fait mais comme beaucoup de gens, on voit les gains de productivité, finalement, on se déplace moins et c'est pas plus mal. Enfin bon, il y a plein de sujets derrière qui font qu'on va s'organiser différemment et c'est à peu près sûr. Et le deuxième élément qui est pour moi un vrai élément de réflexion, c'est que la solidarité que l'on a demandé et que tu as pu noter, Frédéric, chez toi, et dans certains cas, des gens qui spontanément étaient venus en disant je suis prêt à faire un certain geste pour que l'entreprise passe le cap, ça va avoir quand même un impact sur la façon dont on voit l'implication financière des gens à la société, comment est-ce qu'on arrive à répartir les succès de façon différente. Enfin, il va falloir qu'on réfléchisse, et ce qu'on a commencé, à voir comment, à tous les étages, on prenne en compte ce qui s'est passé. Il y a un autre débat qu'on a eu pas mal ici dans ce Pinta Live et surtout avec Frédéric, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il faudrait relocaliser maintenant, il ne faut plus qu'on soit dépendant des autres pays et tout ça. Est-ce que toi, vous avez imaginé reprendre une grosse part de la production ailleurs qu'en Chine pour ne pas dépendre des Chinois? On dépend beaucoup moins des Chinois qu'on en dépendait. De toute façon, la production en Chine est en train de monter en gamme. Et donc, en fait, on voit que les Chinois sont en train de sortir des segments qui sont à faible valeur. Et d'autres pays, comme les pays de l'Asie du Sud-Est, sont en train de prendre le relais. Et d'ailleurs, les Chinois sont en train d'investir au Laos, au Vietnam, au Malaisie, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas se focaliser sur la Chine en particulier parce que ce qui se passe là-bas et la vitesse à laquelle ça se passe, c'est rien à voir, est absolument phénoménal. Donc grosso modo, nous, la façon dont on le voit, c'est que on va chercher des usines et des fabricants qui ont les meilleures compétences dans les secteurs et dans les matériaux, parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans le secteur d'activité, les matériaux dont sont composés nos meubles ou nos produits. Donc il y a un certain nombre de compétences qu'on va trouver que dans certains pays, dans lesquels on sait que ce sont les meilleurs, et donc de facto, ça ne changera pas fondamentalement la donne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on veut avoir un certain nombre de dérisquer un certain nombre de zones de sourcing. Donc, on est plutôt à l'aise avec le fait d'avoir un sourcing international parce que, par définition, notre boîte est internationale. Maintenant, quand je dis ça, il est vrai qu'on essaie de rééquilibrer ce que l'on fait en Europe, qui est aux alentours de 40%, et ce que l'on fait en Asie, qui est aux alentours de 60%. Donc, il y a une tendance qui va probablement s'accélérer pour plein de raisons qui sont liées aux effets de taux de change, qui sont liés à et puis voilà, mais on va vers un rééquilibrage de notre production. Ok. J'ai une dernière question, moi, avant peut-être que Frédéric t'en aura une, mais est-ce que tu te considérais ou considères comme une entreprise agile, ou est-ce que c'est agile sans le faire exprès, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de façon tactique, l'agilité, ou vous êtes juste comme vous êtes? Non, on pensait, alors une des forces que l'on a par rapport à, alors c'est toujours l'agilité, c'est évidemment c'est par rapport à quelque chose, quoi. Mais l'agilité que Made a par rapport à ses concurrents traditionnels est absolument phénoménale. Maintenant, se réorganiser tel que l'on l'a fait à cause de la situation et du virus, c'est probablement quelque chose en termes d'agilité qu'on ne pouvait pas anticiper. Donc en fait, ce que ça a démontré, c'est qu'on est capable d'être beaucoup plus agile que ce que l'on pense être et de ce qu'on pense pouvoir être. Donc ce que d'une certaine façon, ta question est la bonne, c'est que ce que ouvre cette période-là en termes de gestion et de management, c'est certainement d'ouvrir la possibilité de réfléchir différemment et de voir les choses
et de repousser un peu le champ du possible, parce qu'on a démontré qu'on était capable, en quelques jours ou en quelques semaines, de changer radicalement notre mode d'organisation, de changer radicalement notre mode de pensée, de revoir l'ensemble des priorités, de revoir l'ensemble de nos business plans, etc., etc. Ce qui, dans un cycle traditionnel, prend beaucoup plus de temps. Donc, est-ce qu'on était agile? Oui, mais en fait, on l'était beaucoup moins que ce qu'on est devenu. Bah, j'aime bien ça. C'est une bonne réponse, Frédéric. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous libérions notre ami Philippe? Je trouve que chaque fois que je lui parle, il est super inspirant pour la suite. La dernière fois qu'on s'est vu à Londres, j'ai découvert une partie du personnage que je connaissais pas et on a parlé un petit peu justement de ce que pourrait être la suite et les préoccupations que nous donnait ce monde. Et on était loin de ce qui se passe aujourd'hui quand on a eu cette conversation, Philippe. Et en fait, ce que je me dis, c'est que il faut absolument que sur Pentalive, on réussisse à adresser les questions qui vont concerner en vrai de vrai ces histoires de monde d'après, pas les fantasmes, mais dans ce que vient de dire Philippe, il y a des points qui sont liés à l'intégration des gens, il y a des points qui sont liés à une meilleure distribution de la valeur du travail. Il y a plein de points qui sont relativement faisable, où justement, si on est agile, on doit être capable de prendre des KPI, les intégrer dans une société, voir quel est l'impact du travail en remote sur l'atmosphère, la pollution de l'atmosphère. Il y a plein de choses que j'espère, on est en train de mesurer, on est en train de garder par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se fasse une émission là-dessus, et j'aimerais l'inviter une prochaine fois parce qu'il est super, parce qu'il est franchement super inspirant. Voilà. Eh ben. Je suis tout rouge. Bon, écoute, donc Philippe, on va se revoir, j'ai l'impression. Merci beaucoup, bon courage pour la suite. Merci à vous, merci pour votre temps. C'est nous, merci énormément. À très bientôt. Bye bye.